Lorsque Frank Costello a été condamné, il est devenu le parrain par intérim parce que Genovese, alors simple sous-chef, s'était enfui en Italie pour échapper à une accusation de meurtre. Son retour aux États-Unis a été facilité lorsqu'un témoin clé contre lui a été empoisonné et que les charges ont été abandonnées. Costello a dirigé la famille pendant près de 20 ans, jusqu'en mai 1957, lorsque Genovese a pris le contrôle en envoyant le soldat Vincent le chien gigante pour le tuer. Costello a survécu à l'attaque mais a cédé le contrôle de la famille à Genovese. Les accusations de tentative de meurtre contre Gigante ont été abandonnées lorsque Costello a refusé de l'identifier comme le tireur. En 1959, ce fut au tour de Genovese d'aller en prison après avoir été condamné pour complot en vue de violer les lois sur les stupéfiants. Il a été condamné à 15 ans de prison, mais il a continué à diriger la famille par l'intermédiaire de ses subalternes depuis sa cellule à Atlanta, en Géorgie, aujourd'hui. Les membres de la famille Genovese sont également impliqués dans la manipulation du marché boursier et d'autres fraudes et combines illégales, comme en témoigne la récente enquête du FBI, nom de code Mob Stocks. La famille opère principalement à Manhattan, dans le Bronx, à Brooklyn et dans le New Jersey. La famille y conserve également de l'influence dans le Queens, Staten Island, Long Island, le comté de Westchester, le comté de Rockland, le Connecticut, le Massachusetts et la Floride. Depuis la fin des années 50, la famille Proface, plus tard appelée la famille Colombo, a été confrontée à des luttes intestines sanglantes et à des révoltes au sein de sa direction. Au début des années 90, la famille avait été affaiblie par ces guerres et par la condamnation ou l'assassinat de 12 de ses membres. À partir de la fin des années 70, l'affaiblissement de la famille a permis à d'autres factions de la Cosa Nostra, notamment la famille Gambino, de prendre le contrôle de nombreuses activités illégales du groupe. Ironiquement, c'est alors le parrain Carlo Gambino, selon des sources du milieu, qui critiquait vivement les activités très médiatisées du parrain Joseph Colombo au nom de la Ligue des droits civiques italo-américains. Colombo protestait contre les efforts des forces de l'ordre visant la Cosa Nostra, affirmant qu'il persécutait les Américains d'origine italienne. Il est même allé jusqu'à manifester devant le siège du FBI à New York. Selon les sources, Gambino estimait que de telles actions n'apportaient rien et ne faisaient moins qu'attirer une attention indésirable des forces de l'ordre et de la publicité sur la Cosa Nostra. Aujourd'hui, la famille Colombo est considérée comme la plus faible des 5 familles de New York, mais elle maintient toujours des opérations à Brooklyn, dans le Queens et à Long Island. La famille exerce également de l'influence à Staten Island, Manhattan, dans le Bronx, dans le New Jersey et en Floride. Regarde les Yasters et les Vanderbilt, ces gens de la haute société, c'étaient les pires voleurs et regarde-les aujourd'hui. Ce n'est qu'une question de temps. La carrière de Meyer Lansky dans le crime organisé a duré près de 4 décennies, depuis la contrebande d'alcool pendant la Prohibition jusqu'aux inculpations pour blanchiment d'argent et évasion fiscale au début des années 70. Il devait sa longévité à une combinaison mortelle d'intelligence de la rue et d'intelligence académique. Lui et Ben Bugsy Siegel dirigeaient tant le gang Bugs and Meyer, connu pour sa brutalité dans la rue, et qui a fini par évoluer en Murder Incorporated, le groupe de tueurs à gages, qui est devenu le bras armé du syndicat national du crime. Joueur né, Lansky aurait mémorisé les véritables probabilités mathématiques de la plupart des jeux de paris populaires, un atout qui, dès 1936, a permis à Lansky de superviser les opérations de jeu en Floride, à la Nouvelle-Orléans et à Cuba. Bien que les jeux d'argent soient illégaux dans les villes américaines, le personnel de Lansky dans ces établissements était instruit de ne jamais tricher ni fausser les chances contre le client.
Lansky insistait sur une intégrité absolue des jeux et des paris effectués dans chacun de ses établissements. Jouant un rôle clé dans la formation du syndicat national du crime et le développement de Las Vegas en tant qu'investissement du crime organisé, Lansky est devenu paranoïaque peu de temps après la condamnation d'Al Capone pour fraude fiscale. Il était convaincu que le gouvernement pouvait aussi l'emprisonner. Il a donc blanchi de l'argent par le biais d'une banque offshore en Suisse, puis a investi et pris des parts plus importantes dans des entreprises vendant des jukebox et des téléviseurs à des bars et des saloons. C'est justement au moment où Lansky tentait de se dissimuler derrière des activités légales qu'il a été assigné à comparaître devant la commission sénatoriale d'enquête sur la criminalité dans le commerce interétatique. Lors de l'audience de 1950 du sénateur Estes Kefauver, le sénateur Charles Tobey et l'avocat de Lansky, Mosef Polakov, ont débattu de l'éthique de tout avocat qui accepterait de représenter un gangster. Dans ce cas, il s'agissait de l'ami et associé connu de Lansky, Lucky Luciano. Au cours de la semaine du 22 décembre 1946, l'Hôtel National à La Havane, à Cuba, a accueilli une réunion de diverses personnes néfastes pour lesquelles le sénateur Tobey n'aurait jamais accepté d'être avocat. C'était une réunion comme on n'en avait pas vu depuis Atlantic City en 1929 lors de la conférence qui avait donné naissance au syndicat national du crime. L'animation de la conférence était assurée, entre autres, par Frank Sinatra, qui s'est envolé pour Cuba avec ses amis, les frères Fischetti. La conférence aurait été organisée par Lucky Luciano, qui avait été expulsé vers l'Italie et avait dû se rendre à La Havane avec un faux passeport. Meyer Lansky a partagé sa vision d'une nouvelle Havane profitable pour ceux qui étaient prêts à investir la bonne somme d'argent. Selon Luciano, il avait lui-même été nommé chef de la mafia, un titre qu'il avait autrefois renoncé et dont il avait nié l'existence afin de diriger depuis Cuba jusqu'à ce qu'il puisse trouver un moyen légitime de retourner aux États-Unis. Le Congrès a également discuté des routes du trafic de drogue passant par Cuba et du sort de Bugsy Siegel, dont le casino de Las Vegas, alors en préparation d'ouverture, faisait perdre beaucoup d'argent à la mafia. Seules les supplications de Meyer Lansky ont momentanément épargné le gangster finalement condamné. Alors que pour la mafia, Las Vegas semblait encore trop risqué, Cuba paraissait être un pari sûr. En 1952, Meyer Lansky a offert au président de l'époque, Carlos Prio Socarrás, un pot de vin de 250 000 $ pour permettre à l'ancien président cubain, le général Fulgencio Batista, qui voulait ouvrir la Havane aux jeux d'argent à grande échelle, de reprendre le pouvoir. Au milieu des années 50, le général Batista et son régime recevaient chaque année $1 million rien que des machines à sous. D'autres pots de vin et dessous de table provenant de complexes de casinos comme le Montmartre Club et l'Hôtel National rénové sont presque incalculables. Mais la célébration serait de courte durée. La veille du Nouvel An 1958, de nombreux hôtels et casinos furent pillés alors que Fidel Castro menait une révolution pour renverser le gouvernement corrompu. Le nouveau régime installa le président Léo, qui s'efforça de fermer les casinos. En octobre 1960, les jeux d'argent avaient été interdits à Cuba, mettant ainsi fin aux activités de la mafia sur l'île et faisant perdre à Meyer Lansky environ $7 millions. La grâce accordée par Meyer Lansky à Bugsy Siegel devait être de courte durée. Alors que l'hôtel Casino Flamingo à Las Vegas avait ouvert dans l'indifférence générale, il a fini par devenir rentable pour ses investisseurs mafieux. Malgré cela, la commission en avait assez de Siegel, qui avait supervisé la construction désastreuse, l'ouverture et la réouverture du complexe, et a décidé qu'il devait disparaître.
il a été assassiné durant l'été 1947. Alors que le Flamingo prenait son envol, les gangsters ont rapidement injecté des fonds dans la ville du désert pour ouvrir plusieurs hôtels casinos tels que le Sahara, le Sands, le Showboat et le Tropicana. De 1952 à 1957, on a constaté non seulement une augmentation des investissements de la mafia, mais aussi un important retour sur investissement. Même si tout le monde savait presque publiquement que ces casinos étaient financés par le crime organisé, plus de 8 millions de touristes affluaient à Vegas en 1954, misant près de 200 millions par an. La vieille magie semblait être de retour. À bien des égards, Vegas est devenu le speakeasy de l'Amérique, offrant des activités et un style de vie introuvables dans de nombreuses autres destinations de villégiature. Son climat en faisait une destination de vacances attrayante toute l'année. Et bientôt, des célébrités hollywoodiennes comme Elvis Presley, Frank Sinatra, Dean Martin, Andy Williams, Live Ray's, Bing Crosby, Carol Channing et d'autres se sont produites aussi bien dans des clubs intimes que dans de grandes salles des casinos. Las Vegas, bien sûr, prospère toujours aujourd'hui. Ces casinos sont ouverts 24 heures sur 24. Ces buffets sont réputés. Ces spectacles sont la définition même du spectacle. Merci de nous avoir regardés. Si vous souhaitez nous aider à produire plus de contenus historiques captivants comme celui-ci, merci d'aimer, de commenter ci-dessous et de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour que l'histoire continue de vivre.